Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945 de ce dimanche 15 juillet 2018. Voici les titres. Les candidats au bac session de juillet 2018 planchent dès demain lundi pour l'obtention du premier diplôme universitaire, mais pour mieux affronter les épreuves, ils doivent adopter certains comportements. Les candidats handicapés s'activent également pour affronter les épreuves écrites du baccalauréat 2018. Ils vont composer au Centre de promotion sociale des aveugles de Séguéa. Des enfants qui ont une passion pour le dessin, ils ont entre 5 et 12 ans et s'expriment à travers cet art. Patrick Adjagodjou a fait une incursion dans leur univers. Demain, les candidats au baccalauréat session de juillet 2018 vont plancher pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Afin de maintenir la sérénité et composer dans les meilleures conditions, certaines attitudes sont de mise. Emmanuel Guendéou est professeur certifié et président d'une ONG qui intervient dans l'éducation. Il donne quelques conseils aux candidats. Il est au micro de Boris Aïna et Jennifer Sachivi. Les épreuves du baccalauréat sont souvent à la portée des candidats moyens qu'ils sont. Donc, ils ont toutes les potentialités de réussir à cet examen. Il faudrait qu'ils soient donc rassurés. Et lorsqu'ils auront les épreuves devant eux, il faudrait dans un premier temps qu'ils essaient de gérer le stress. Surtout le tout premier jour, quand la sirène sonne, quand la sirène retentit, ça gêne un tout petit peu. Qu'ils se disent, ah non, on m'a dit d'avoir le cœur tranquille, le cœur apaisé pour aborder les épreuves. Maintenant, du début jusqu'à la fin, quand on leur distribue une épreuve, la concentration maximale doit être de mise. Pour ceux-là qui semblent ne pas être encore entièrement prêts et qui voudraient réviser, je leur demande de réviser d'abord correctement, de relire à tête reposée les épreuves, les exercices de TD, les épreuves de classe, les exercices qu'ils auraient aussi traités, dont ils maîtrisent les corrections. Il y a des candidats qui ont généralement leur épreuve la plus coefficiée les tout premiers jours. Et souvent, ils abordent ces épreuves avec légèreté. Non. Dites-vous que c'est tout comme c'est le dernier jour de composition, mettez le maxi. Les candidats ils commettent une grave erreur, c'est-à-dire lorsque je finis une épreuve, je dois alors partager les réponses que j'ai trouvées avec celles des autres. Qu'ils évitent ça au maximum. Si jamais les élèves quittent les classes, puis même si c'est leurs parents qui leur demandent, vous avez fait un peu? Oui, j'ai fait un peu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Jamais ne vous prononcez pas dessus. Si vous avez, même si vous avez vu le premier de votre classe qui était en face de vous, vous n'avez pas besoin de lui dire ce que vous avez fait. Être une personne handicapée n'est pas une limitation. C'est pour cette raison que l'État a pensé à organiser un examen national pour cette couche de la société. Au Centre de promotion sociale des aveugles de Séguéa, les candidats se préparent pour le baccalauréat. Léonida Onzo et Louis Koudogbo sont allés faire le constat. Le reportage est présenté par Marcel Arrossi. Tout autre apprenant, les personnes handicapées s'artèlent activement en cette veille d'examen national du baccalauréat. Ceci avec l'aide de leurs différents formateurs à travers les mimiques et l'écriture du braille. À quelques 3 mois des examens, on initie un cours de renforcement accéléré où les professeurs les plus expérimentés sont sollicités pour appuyer les élèves dans toutes les matières. Il y a des difficultés. Parce qu'ici en braille, on ne peut pas faire des schémas, des figures et autres, on ne peut pas tracer des cours. Je parle en fonction de la matière dans laquelle je les encadre. Ils ne sont pas faire des schémas, on ne peut pas tracer des fonctions et autres. Et ici, même au niveau des calculs aussi, tout se passe dans la tête.
Il faut être très fort dans la tête. Je faisais les mathématiques avant de devenir handicapé. Donc j'ai continué dans cette lancée, pas aider mes amis, mes camarades ici. Donc je les aide en mathématiques, voilà, pour qu'on ait un bon résultat. Avec les travaux dirigés, ils estiment avoir l'essentiel pour les compositions. En réalité, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt pour les examens parce qu'actuellement, nous sommes à quelques jours des examens. Donc, je pense que même si dans toutes les matières, on n'est pas apparemment prêt, mais on peut dire qu'on va retenir l'essentiel pour aller composer à les examens. Ces apprenants handicapés, malvoyants ou malentendants nourrissent une forte ambition d'accroître le taux de réussite à ce premier parchemin d'accès au monde universitaire. Ils ont la passion pour le dessin et la facilité de reproduire toutes les images qu'ils voient autour d'eux. Ce sont des enfants de 5 à 12 ans qui font l'art de tenir un crayon à papier pour exprimer un sentiment ou se déstresser. Qui sont ces enfants et que justifie le dessin pour eux? Élément de réponse à travers ce reportage signé Patrick Adjagbodjou. Joris est un écolier passionné du dessin. Avec son crayon à papier, il reproduit avec facilité l'image de cette jeune fille. Comme lui, ils sont nombreux à nourrir la passion pour le dessin. Le dessin signifie pour moi une passion. J'ai le plaisir de pouvoir dessiner ce que je veux et je suis très content de pouvoir dessiner. Le dessin pour moi, c'est pour s'amuser, c'est pour me déstresser comme moi je dessine. Dessiner des personnages et des objets à l'aide des moyens graphiques est un art qui nécessite une intelligence et un esprit de créativité, des qualités que ces enfants développent non seulement à l'école, mais aussi à la maison avec le soutien de leurs parents. C'est très rarement que je dessine à la maison. Je dessine plus à l'école. Quand je dessine, je montre à mes parents. Ils disent leur avis sur mon dessin. Je mets ça dans un dossier et je les conserve. Quand je fais mes dessins, mes parents me corrigent quand je fais des erreurs et ils me félicitent quand je dessine bien. Dans le domaine des arts visuels, ces enfants nourrissent de grandes ambitions. Je pense que je peux devenir un dessinateur parce que quand je dessine, j'ai le plaisir. Je me retrouve. Mon ambition, c'est de pouvoir dessiner au moins des choses que je peux voir et de montrer ça, ou bien créer des BD. S'il faut encourager ces enfants à davantage arroser la flamme de leur passion pour le dessin, il faut le faire. Cela participe sans doute à la construction de leur personnalité. Au niveau du poignet, c'est bien, tu as bien mesuré le milieu. Parlons maintenant environnement. Pendant de nombreuses années, une usine chinoise spécialisée dans la transformation de manioc en alcool a occasionné une forte pollution à Logozoré dans la commune de Savalou. Afin d'y mettre un terme, le gouvernement a procédé à la fermeture de l'usine. Toutefois, les actions devraient être menées pour corriger le tir. Joséa Baudrenou est environnementaliste et directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale. Il donne ses impressions au micro de Jennifer Sachivi et Auréole Ayeyon. C'est le moment de féliciter le gouvernement pour avoir pris cette initiative d'arrêter. Mais arrêter ne suffit pas. C'est que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour d'abord dépolluer l'endroit. Même si on ne l'a pas fait pendant longtemps, aujourd'hui, si on prend conscience de le faire, il faut trouver les moyens pour le faire. Et c'est l'entreprise qui a commis le forfait, c'est l'entreprise qui doit supporter. Mais le gouvernement va-t-il attendre que l'entreprise vienne faire cela? Non. Au niveau de la société civile, avec des chercheurs, des universitaires, des déplacements ont été faits où des populations ont été rencontrées. Pendant une saison critique, pendant la saison sèche, quand vous allez là-bas, vous constatez que c'était un vrai désastre. Il y a des zones où les herbes ne peuvent même plus pousser à cause de cette pollution. Ces populations qui produisaient des légumes, des fruits dans la zone, il y a eu des impacts négatifs sur leur activité. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour réhabiliter les sites,
pour dépolluer l'écosystème et maintenant voir avec l'usine si elle devrait reprendre les activités, c'est que les études soient réalisées dans les normes et que si éventuellement on doit lui donner le certificat de conformité pour continuer les activités, c'est qu'il faut, comme c'est prévu dans la loi, il faut des audits chaque année ou tous les 2 ans pour voir un peu comment les choses sont appliquées. Le Kenya autorise l'importation de semences de coton OGM par une entreprise indienne. Cette autorisation inédite devrait conduire le gouvernement à mettre fin au moratoire frappant les cultures génétiquement modifiées depuis novembre 2012. D'après Business Daily Africa, la compagnie indienne mène actuellement plusieurs tests dans des champs d'expérimentation situés dans le comté de Baringo en vertu d'une approbation reçue de la part de l'autorité nationale de gestion de l'environnement. Le Kenya récolte environ 15 000 tonnes de coton graines par an. Le gouvernement kenya compte s'orienter vers la production massive du coton transgénique afin d'engranger les recettes d'exploitation de vêtements de 20 milliards de shillings cette année. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments sur BB24.